Bonjour à tout le monde. Je suis Daoulé Méline Kouassi. Je suis doctorante à l'université Toulouse-Jean Jaurès et je suis rattachée au laboratoire de recherche CIBA, qui est le Centre d'études ibériques et ibéro-américaines, et aussi en co-tutelle avec l'université de Salamanque. Voilà, donc la communication que je vais vous présenter s'intitule « La littérature guinéo-équatorienne écrite au féminin entre transgression et subversion ». Alors, après cette présentation, vous aurez une vision synoptique de ma thèse. Alors, donc, quand je dis que je travaille sur la littérature équato-guinéenne ou guinéo-équatorienne, les gens s'interrogent, ils me renvoient tout le temps à la littérature équatorienne. Ah, ben non, ce n'est pas la littérature équatorienne, ce n'est pas l'Équateur, c'est plutôt la Guinée équatoriale. Alors, donc, pour ceux qui connaissent déjà le pays, ça sera juste un rappel, ça sera juste un rappel. Mais pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler du pays, donc, je vais vous présenter brièvement la carte pour que vous puissiez mieux vous situer et mieux me suivre également. Alors, donc, la Guinée équatoriale est située en Afrique centrale. La langue officielle, c'est la langue espagnole. La capitale, c'est Malabo. Et les pays limitrophes sont le Cameroun, le Gabon. Donc, si déjà vous avez déjà entendu parler du Cameroun ou du Gabon, vous pouvez d'ores et déjà essayer de situer un peu la Guinée équatoriale sur une carte. Alors, donc, en littérature, dans le domaine des lettres, c'est très important de présenter son corpus. Alors donc, mon corpus est composé essentiellement de 3 œuvres romanesques qui ont été respectivement écrites euh, par Guillemina Mekwe. Alors donc, avec Guillemina Mekwe, elle a plusieurs publications à son actif que vous voyez à l'écran, mais je m'intéresse plutôt à La Tresse Birénaise de Santo Thomas qui a été publiée en 2008. C'est l'œuvre sur laquelle je travaille. Ensuite, après Guillemina Mekwe, tout à fait en bas, habillée en rouge, nous avons Trifonie Amelibé Aobono qui a publié Herencia de Bidende en 2016, qui constitue mon corpus. Et pour finir, il y a également Victoria Ebitaika, qui est tout à fait à droite, qui a publié Kanga la Tierras de los Sueños, qui est une œuvre également à laquelle je m'intéresse. Donc, voici pêle-mêle mon corpus de thèse sur lequel je travaille. Alors, donc, quels sont les thèmes abordés dans ces œuvres? Alors, donc, entre autres, nous avons la religion et la tradition. Ensuite, nous avons également le mariage de la femme dans la société traditionnelle africaine. Nous avons également le rôle de la femme dans la famille. Ensuite, la maternité imposée et le veuvage. Alors donc, le veuvage, il faut préciser que le veuvage n'est pas vécu dans les sociétés africaines comme en Europe. Il y a vraiment une différence dans les rites et les pratiques du veuvage. Donc, ces écrivaines ont démontré à partir de la littérature comment est-ce que le veuvage est représenté en Guinée équatoriale. Alors, donc, les questionnements. Alors, donc, concernant les questionnements et la problématique. Alors, donc, je me suis interrogée, je me suis demandé comment est-ce que je peux penser l'imbrication du postcolonialisme et les rapports sociaux des sexes. Alors, le postcolonialisme ici, parce que nous avons parlé de la religion dit colonialisme, qui dit colonialisme dit après-colonisation, et qui dit après-colonisation parle aussi du postcolonialisme. Donc, je vais m'interroger sur comment penser l'imbrication du postcolonialisme et les rapports sociaux de sexe en Guinée équatoriale à travers la littérature. Alors, également, penser l'hybridité culturelle, parce que lorsque la colonisation est arrivée, quand la colonisation est arrivée, la culture aussi de l'Occident et la culture des Occidentaux est venue se greffer déjà à une culture qui était déjà existante avant. Donc, comment penser cette hybridité culturelle et le syncrétisme religieux en Guinée équatoriale également? Alors, je vais aussi m'interroger sur l'articulation des rapports sociaux et la création. Parce que tout ce qui est postcolonialisme, religion, hybridité culturelle sera questionné à partir de la littérature. Alors, et aussi, je vais m'interroger sur l'emprise du système patriarcal sur les personnages féminins. Alors, comment est-ce que ces personnages féminins qui sont représentés dans les différents romans
traduisent cette emprise, cette oppression du système patriarcal. Alors, donc, pour arriver à l'enjeu scientifique de ma thèse, alors donc, je cherche à identifier et analyser les stratégies de négociation mises en place par les écrivaines équato-guinéennes pour dénaturaliser ces faits sociaux. Alors, ces faits sociaux, entendez tout ce que j'avais cité plus haut, c'est-à-dire le mariage, le veuvage, la maternité imposée, et à montrer comment elles se servent de la littérature pour défier les normes patriarcales. Alors, donc, pour ce faire, nous allons constater que le champ littéraire va se présenter comme un espace de conflit entre le positionnement des autrices face à des situations d'injustice flagrantes, qui sont des discours hégémoniques qui tendent à renforcer les institutions patriarcales. Donc, à travers leur prise de position, les autrices vont se désolidariser avec les rapports hiérarchiques en place et se créer également un champ de possibilités. Alors, donc, elles vont exposer des personnages féminins qui transgressent les normes établies par le système patriarcal à travers un discours littéraire susceptible de dire le monde, de le juger, de le qualifier également. Alors, et nous allons arriver maintenant aux objectifs que je vise à travers cette thèse. Alors, donc, qu'est-ce que je recherche? C'est déconstruire les stéréotypes de sexe et de genre à travers la littérature. Et aussi arriver à la réappropriation du corps des femmes par les femmes. Parce que si déjà la maternité est imposée, le mariage, c'est-à-dire elle ne dispose plus d'elle-même. Donc, on va arriver aussi à la réappropriation du corps des femmes par les femmes. Et aussi, je vais proposer aux femmes des stratégies émancipatrices adaptées au contexte africain pour atteindre le développement. Donc, ce sont les objectifs visés par rapport à ma thèse. Alors donc, je vous remercie de votre attention. Merci à toi. Oui. Alors donc, si quelqu'un va intervenir sur Zoom, c'est le moment. Ça doit, c'est très intéressant. Du coup, on a quitté un peu les sciences dures là, et effectivement, on passe à les sciences humaines. Et c'est vachement intéressant qu'on commence à partir dans des sujets un peu différents. Oui. Du coup, on aura peut-être des questions de personnes, voilà. Alors, Sylviane, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Moi, j'entends bien. Je mets pas ma caméra parce que je plante. Plus qu'une question, au niveau du champ des possibilités qu'elles ont justement ces femmes au niveau social, est-ce qu'elles ont une écoute? Est-ce que leur parole est relayée au-delà du livre, au-delà des mots écrits? Alors, donc, je vous remercie pour votre question. Il faut dire que au niveau des paroles, ce n'est pas véritablement relayé. Parce qu'il faut dire que dans les sociétés africaines, la femme elle doit parler peu, elle ne doit pas parler en public, donc elle parle très peu. Donc du coup, ce n'est pas vraiment relayé. Donc aujourd'hui, il y a des écrivaines qui se servent de cette littérature pour rendre visible tout ce qui était occulté. Bon, après, on ne peut pas nier que sur le terrain, il y a des associations de femmes, il y a des ONG qui militent aussi pour les droits des femmes, pour l'émancipation des femmes, mais il reste encore beaucoup à faire parce qu'il faudrait aussi que la recherche aussi se saisisse de ces questions-là. Oui, d'accord, merci. Je vous remercie. Est-ce que je pourrais poser une question? Bien sûr. Merci beaucoup, Emeline, pour ta présentation très intéressante. J'ai une question plutôt pratique parce que moi aussi, je travaille dans la littérature et moi, le cas, c'est la littérature comparative. D'accord. J'ai une question pour les ouvrages sur lesquels vous travaillez. Oui. Est-ce qu'ils sont tous traduits en français ou anglais ou vous utilisez seulement la version espagnole? Parce que j'ai vu qu'il y a des corpus que vous utilisez sont en espagnol. Alors, en fait, moi, je fais un doctorat en études hispano-américaines, en fait. Donc, c'est-à-dire en espagnol, disons. Donc, les œuvres que j'étudie ne sont pas forcément traduites. Je dois étudier les œuvres écrites en espagnol. Quand bien même qu'il y ait des traductions françaises, moi, je ne m'intéresse pas aux traductions françaises. Je travaille sur les œuvres écrites en espagnol.
pour Ok. donner du sens à mon doctorat, en fait. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui fait un doctorat en études peut-être américaines ou bien pas anglophone. Les œuvres sont en anglais également. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie. Sylviane, toujours, ces Oui. femmes, justement, au niveau du genre littéraire qu'elles utilisent, Oui. elles vont aller vers quoi? Elles vont aller vers le roman, elles vont aller vers le théâtre, elles vont aller vers quelle littérature, justement, pour Alors, essayer de toucher, je suppose, le Mhm. maximum de personnes. Mhm. D'accord. Alors, donc, mon corpus est essentiellement composé d'œuvres romanesques. Et généralement, avec la littérature équato-guinéenne, nous avons plus d'œuvres romanesques que d'œuvres théâtrales. Il en existe également, mais pour l'instant, les femmes équato-guinéennes n'ont pas encore écrit d'œuvres théâtrales. Nous avons pour l'instant des œuvres romanesques. Les œuvres théâtrales sont plutôt d'ordre, bon, sont écrites par des hommes pour l'instant. Oui, d'accord. Le contexte culturel conditionne encore le fait qu'elle n'ait pas investi peut-être la dramaturgie et l'espace théâtral. Effectivement, c'est ça. D'accord. Merci. Je vous remercie. Je pose une question. Oui. Oui, Noé. Bonjour. Je voudrais d'abord, il y a encore une dictature assez brutale, non, là-bas? Alors, les œuvres que, bon, la littérature, effectivement, la littérature décrit un régime dictatorial, effectivement, en Guinée équatoriale, mais je ne pourrais pas véritablement, moi, me situer sur la question. Mais je peux vous dire que les œuvres que je lis, la littérature équato-guinéenne décrit un régime dictatorial en Guinée équatoriale. Non, c'était pour savoir si c'était le cas, comment ça impactait le développement littéraire, surtout dans le côté de la Ah oui, femme. Je d'accord. suppose que ça ne va pas être énorme, très bien vu par le régime, tout ça, tout ça. Oui, parce que, puisque, bon, vu qu'il y a un régime dictatorial qui est décrié par la littérature équato-guinéenne, ce régime a envoyé la plupart des écrivains et des intellectuels en exil, en fait. Donc, déjà, tout ce qui est maison d'édition, tout ce qui est activité culturelle en Guinée équatoriale peine véritablement à porter du fruit, peine véritablement à émerger. Donc, c'est dans ce contexte vraiment plutôt difficile que ces écrivains s'insurgent contre toutes ces normes patriarcales et dictatoriales en même temps qui s'imbriquent presque. Merci. Merci, Noé. Alors, Ouais. Oui. bonjour Emeline. Bonjour Alimou. Et vraiment, la présentation elle est belle et le sujet aussi, il parle beaucoup. Ce sujet parle de lui-même. Et moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans votre présentation, bien que vous n'avez pas établi là-dessus, ce sont sur le rapport entre la femme africaine et la maternité. D'accord. Que ce n'est l'Afrique au sud du Sahara, les cas généralement sont les mêmes partout, que ce Oui. soit de la Guinée équatoriale jusqu'à la Guinée-Conakry chez moi, en passant par le Gabon, le Congo et autres, nous avons presque les mêmes relations avec la maternité, les mêmes relations avec la religion, les mêmes réalités avec l'autonomie de la femme et les questions d'émancipation. Alors, moi, j'aimerais, si vous permettez, que vous reveniez un peu et que vous donniez quelques détails sur le lien de la maternité, le lien que quand les femmes perçoivent cette question de maternité. Vous, sont-elles forcées ont-elles la même force dans ce débat ou bien qu'est-ce qui se passe selon vous? Oui, alors, donc, selon les livres, selon mes recherches, elles sont, on peut dire forcées, elles sont forcées, c'est-à-dire avec le regard de la société, avec le regard d'autrui, parce qu'une femme n'a que de sens ou bien n'a que de valeur lorsqu'elle enfante. Donc, une femme qui n'a pas enfanté, c'est comme si ce n'est pas une femme. Soit elle est maudite, soit voilà, elle a raté sa vie. Donc, du coup, elles sont des femmes qui sont obligées de se mettre souvent dans des relations et d'enfanter, de pouvoir donner, d'enfanter. Après, ça va encore plus loin. Ça ne se limite pas seulement à enfanter. C'est-à-dire l'enfant mâle ou l'enfant femelle aussi détermine encore la valeur de la femme dans la société équato-guinéenne en particulier et peut-être en Afrique aussi en général, vous voyez. Donc, si elle a enfanté, il faudrait qu'elle ait au moins un garçon. Donc, si elle n'a pas de garçon, encore, c'est un problème. Tout ça, ça lui retombe dessus. Et donc, c'est ce que les écrivaines essaient de décrier. Il faudrait que
Parce que plus tard, dans les objectifs visés, j'ai parlé de réappropriation du corps des femmes. Pourquoi? Parce que leurs corps sont appropriés. Elles sont conditionnées à la maternité, elles sont encore conditionnées à avoir des enfants mâles, elles ne peuvent pas décider d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas décider si ce n'est que le regard ou la décision de la société. Donc, elles sont sous le poids de la tradition, de la société, de la religion, tout et tout. Et c'est pour cela, plus tard, j'ai parlé de la réappropriation du corps des femmes par les femmes. Alors, oui, justement, moi, c'est sans être se masquer derrière le mot, moi, c'est ce mot-là de réappropriation qui me dérange un peu. D'accord. Parce que je crois dans certains pays, quand on parle de réappropriation du corps, c'est évidemment pour avoir droit à l'avortement, par exemple, c'est pour avoir droit à s'exposer comme on le veut. Mais quand il s'agit des liens avec la maternité, je crois que c'est un autre débat. Et ainsi que vous venez de le dire, c'est une question de société, parce que c'est la société qui perçoit l'histoire, la question de la maternité de cette manière, y compris la femme elle-même. Parce que la femme elle-même, elle va à un moment dire, OK, il faut que je donne un enfant, il faut que je donne vie. Et cela me fait penser à un livre très populaire, un livre de Amadou Kourma, Le Soleil des Indépendances, peut-être certains parmi vous l'ont lu, et où la femme du personnage principal, Salémata, la femme du personnage de Fama Doumbouya, n'arrivait pas à enfanter. Et là, c'était devenu un problème, pas seulement pour le mari de Salémata, mais pour la femme aussi et pour toute la communauté. Donc, je ne sais pas si éventuellement, cette réappropriation dont vous faites allusion est appropriée dans ce cadre. Alors, donc, quand je dis réappropriation du corps des femmes par les femmes, il faut entendre tout ce qui va avec. C'est-à-dire, il faudrait que la femme soit libre de donner un enfant ou de décider de ne pas vouloir faire un enfant. Parce que ce n'est pas la société qui va lui demander, qui va lui dicter les lois. C'est-à-dire, une femme peut décider de faire des enfants ou de ne pas faire des enfants. Là, dans ce contexte-là, en fonction des œuvres que j'étudie, en fonction des recherches que je fais, elles ne sont pas encore arrivées au niveau de l'avortement. C'est-à-dire, ces recherches-là ne vont pas ou bien ne vont pas encore au niveau de l'avortement, ça part toujours du mariage, de la maternité imposée, forcée, l'obligation de donner des enfants mâles à son mari, est-ce que vous voyez? Donc après, les recherches peuvent s'étendre, mais dans ce cadre précisément, il s'agit de la maternité, mais pas forcément de l'avortement. Parfait, d'accord. Je vais très rapidement partir pour ne pas... Alors, je vais revenir sur ma dernière problématique, c'est la religion. D'accord, d'accord. Quel lien entretenez-vous avec les religions, que ce soit la religion musulmane, la religion chrétienne ou autre? Est-ce que vous voulez dire qu'une partie de la population de votre pays veut revenir à des traditions ancestrales et un peu bouder, si je me permets d'utiliser ce terme, bouder les religions venues d'ailleurs, notamment la religion musulmane ou la religion chrétienne? Alors, en fait, là, ce que je vais essayer de démontrer dans ma thèse, parce que les œuvres que j'ai abordées ont décrit la religion comme la religion dans le sens où cette religion empêchait les femmes de s'épanouir, par exemple. Parce qu'une femme peut vouloir peut-être avoir accès à l'éducation, avoir droit à l'éducation, on la conditionne dans un couvent, par exemple. Mais elles disent non, qu'elles veulent aller à l'école, elles veulent avoir le droit de choisir ce qu'elles veulent. Est-ce que vous comprenez? Après, moi, là, parce que la Guinée équatoriale, c'est un pays qui est près à plus de 95% catholique. Donc là, il s'agira de parler véritablement du catholicisme. Je ne veux pas m'étendre dans la région musulmane parce que ce n'est pas abordé dans le travail que je fais. Vu que nous, on travaille sur un corpus, après, on pourra peut-être étendre les recherches, mais là, je vais me centrer véritablement sur le catholicisme, pour parler aussi du catholicisme et du syncrétisme religieux qui se vit en ce moment en Guinée équatoriale. Parce que la religion catholique est venue se greffer à des valeurs culturelles ou bien à des croyances qui existaient déjà. Aujourd'hui, sur le terrain, nous voyons des personnes qui font le mélange des deux, c'est-à-dire en même temps qu'ils sont peut-être catholiques et en même temps aussi, ils sont toujours attachés à ces valeurs et à ces croyances. Donc, comment est-ce que ces écrivains décrivent ce syncrétisme religieux? C'est ce que je vais essayer de rendre visible. Mais ce n'est pas forcément de dire à quelqu'un de ne pas aller ou bien de choisir la religion musulmane au détriment de la religion chrétienne, ça n'a rien à voir. C'est de rendre visible ce qui est dit.